Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'Open Rewrite et vous expliquer pourquoi en fait j'ai appelé ça réussir le grand écart avec Open Rewrite. Donc je suis Frédéric Monsier, je travaille pour la banque Lombardi à Genève. En plus du business traditionnel d'une banque, on a une offre en fait de banque as a service qui permet à d'autres banques d'utiliser notre plateforme informatique et on a une offre en fait qui va dans ce sens. Notre plateforme informatique est composée d'environ 800 applications et depuis en fait les années 2020, nous avons lancé une large initiative de modernisation, aussi bien fonctionnelle que technique, en adoptant des outils comme OpenShift, Kafka, Vault, Kong, et également un gros programme de migration de nos applications vieillissantes, donc des applications faites avec la technologie J2E de 2009 vers du Spring Boot ou du Quarkus. Je vais vous expliquer, vous mettre un petit peu du contexte, vous dire ce qu'est Open Rewrite. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais je vais vous dire ce que c'est, comment il fonctionne et ses possibilités. Et je vais vous parler du sujet, là, du grand écart que nous, on est en train de réaliser en passant des applications EAP6, donc des applications quand même qui datent d'un certain temps, vers du Quarkus. Donc le contexte, vous l'aurez tous remarqué en fait, depuis les années environ 2017, il y a quand même une accélération du rythme des versions de Java SE et également en fait de tout ce qui est Jakarta EE. Donc ce rythme en fait, il est remarquable notamment au niveau de la quantité des spécifications qui sont embarquées dans ces Jakarta EE. On a tous vécu en fait le passage de Java X à Jakarta et le rythme en fait s'accélère, environ des releases tous les 2 ans maintenant pour tout ce qui est Jakarta. Le troisième élément de mon contexte, c'est le contexte sécuritaire. Quand on est une banque, mais même vous dans vos entreprises, personne n'a envie de se faire hacker. Donc en fait, il devient indispensable de mettre à jour régulièrement ces librairies pour éviter d'embarquer dans nos applications des vulnérabilités exploitables par des hackers. Donc là, typiquement, on remarque qu'entre l'année 2021 et 2022, il y a eu plus de 25% de découvertes de nouvelles vulnérabilités. En résumé, par rapport à ce contexte, on se rend compte que maintenir le code est de plus en plus important pour l'aspect sécuritaire, de plus en plus chronophage, ça prend du temps. Mettre à jour son code, ça prend régulièrement beaucoup de temps, c'est pas toujours intéressant, et il faut l'expliquer en fait à ceux qui mettent le chèque sur la table, à ceux qui nous payent, que effectivement, eh bien, régulièrement, on doit faire des mises à jour au détriment peut-être en fait d'aspects fonctionnels. Et là, du coup, rentre en jeu Open Rewrite. Open Rewrite, qu'est-ce que c'est? C'est un framework permettant de faire de la modification de code à grande échelle. Donc vous avez une énorme code base, tout le monde a une énorme code base dans son entreprise avec des centaines de projets et il faut mettre à jour tout ça. Open Rewrite fonctionne avec la notion de recette. Donc ils appellent ça des recipes, en anglais. On peut faire avec ça en fait du fine, du clean, de l'upgrade, un certain nombre d'actions, du refactor, la gestion de l'obsolescence, typiquement passer en fait d'une version d'une librairie Maven vers une version N+1, la modernisation de code, passer de Java 8 à Java 11. Je dis Java 8 là dans mon exemple parce qu'en 2009, quand on faisait nos applications J2E, c'était du Java 8. Ok, maintenant on ne fait plus trop ça. L'upgrade de version de framework, typiquement passer JUnit 4 à Jupyter, du refactoring de code, de la recherche de vulnérabilité pour fixer tout ça. Et si on est énervé, eh bien on peut faire en fait du passage de EAP6, faire de la migration de framework, des frameworks qui n'ont rien à voir a priori, passer de EAP6 à Quarkus. Comment fonctionne Open Rewrite? Open Rewrite fonctionne en fait grâce à la notion de lossless semantic tree. Donc il prend tout notre code Java, il fait un espèce d'énorme arbre avec ça, hein, et en fait, la lossless semantic tree comparée à l'abstract semantic tree conserve en fait tout ce qui est formatage de code et également tout ce qui est commentaire. Quand je vais passer des recettes Open Rewrite sur mon code, il ne va pas perdre ce formatage, ni même les commentaires.
Donc ça fonctionne, il y a deux manières de faire fonctionner OpenRewrite. Avec un plugin Maven, donc en utilisant le Rewrite Maven plugin et en donc listant un certain nombre en fait, de recettes qu'on souhaite appliquer sur notre code. Donc le panier, il est bien garni, le panier OpenRewrite. Il est bien garni. Il est composé de plus de 1200 recettes à l'heure là où je vous parle. Donc là, dans mon exemple, je présente la recette Remove Unused d'import. L'autre manière de l'utiliser, c'est en mode inline command. Donc là où en fait, on lance simplement une commande Maven en donnant le plugin et puis en listant en fait sous forme d'inline les recettes qu'on souhaite appliquer sur notre code. Donc il y a deux goals, hein. Il y a le goal dry run qui permet en fait de produire un fichier git patch, on va le voir après, qui permet en fait de voir les modifications que Rewrite apporte sur le code, et le mode run qui applique directement en fait les modifications sur le code. Les recettes, on peut les lister en inline comme ça ou les mettre dans un fichier rewrite.yaml. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur un code simple qui va vous montrer en fait ces quatre choses-là. Donc du clean de code en removant en fait en supprimant les imports inutiles, du passage de JUnit 4 à Jupyter, la migration Java 17 et également je voulais montrer en fait un problème de sécurité sur la lib log4j, vous l'avez tous vécu, qui est apparu en décembre 2021. Donc une sévérité de niveau 10, donc la plus grosse des sévérités. Hein. Donc là, tout le monde en fait a dû rechercher partout où est-ce qu'on utilisait le log4j dans cette version-là pour la patcher. OK. Alors je switch sur mon IDE. Hop. Je l'ai raté. Voilà, donc dans ce petit projet de démo, donc OpenRewrite travaille sur plusieurs types de fichiers. Hein. Il travaille en fait sur les XML, sur le YAML, sur le Java, sur du Kotlin, sur un certain nombre de choses. Là, on voit en fait que dans ce pom.xml, eh bien, j'ai la fameuse version de log4j qui embarque une sévérité assez grave. J'ai juste en fait un test unit ici qui est du JUnit 4. Hein. Vous voyez bien du before, des asserts à la mode JUnit 4. Et puis un petit fichier business logic là, que j'ai appelé comme ça, avec là, ici, un import inutilisé. A priori, IntelliJ me le dit déjà. Et puis de la création en fait d'objets qui n'utilisent pas le value of. D'une chaîne multistring qu'on pourrait passer en fait au format Java 17 et puis un certain nombre d'autres choses. Donc là, j'envoie en fait la commande. Pour faire ça, en fait, j'ai juste un profil. Ici, si je retourne dans mon fichier pom.xml, j'ai un profil en fait que j'ai appelé rewrite. Donc j'active le plugin Open Rewrite plugin. Je fais du dry run et je vais appliquer en fait ces deux recettes. Ces deux recettes-là, elles sont dans mon fichier rewrite.yaml ici. Hop, voilà. Donc là, l'aspect sécurité, où je recherche en fait les librairies log4j qui ont des problèmes de sécurité. Je fais un upgrade dependency version si je la trouve. Et puis ensuite, après, je fais tout ce qui est upgrade to Java 17, remove unused import et passage en JUnit Jupyter. Là, si j'exécute la commande, je ne sais pas si on y voit. Alors là, en fait, l'OpenRewrite charge tout en mémoire, crée l'arbre, et puis en fait me dit ici que OK, il a appliqué un certain nombre de patchs en fait sur mon code, et il a créé le rewrite.patch. Et ici, le rewrite.patch, on va le regarder tout de suite. Il se trouve en fait ici rewrite et rewrite.patch. Et ici, donc, je peux voir en fait, si j'ouvre le pom.xml, je vois en fait que qu'est-ce qu'a fait Rewrite. Il a appliqué ma recette, c'est-à-dire il a trouvé qu'il y avait une dépendance avec une sévérité, avec un problème de sévérité ici, et il a upgradé en fait dans la version de 17.12. Il a upgradé en fait, il a passé à Jupyter, à JUnit 5. Donc ça, c'était pour le pom.xml. Et ensuite, si je regarde en fait mon test unitaire, eh bien, il a tout changé, tous les imports.
Les annotations, before, il est passé sur before each, et puis les asserts, il a passé directement en fait les asserts de JUnit 4 à Jupyter. Sur la partie business logic, hop là, voilà, ici, donc là je vous montre en fait les différences. Effectivement, il a supprimé le remove import, il a transformé mes créations d'objets avec le value of, il a utilisé la chaîne multistring de Java 17 et ainsi de suite. Et puis il a utilisé en fait le formatted ici de Java 17 à la place en fait de mon string format. Donc en appliquant, là j'ai appliqué uniquement en fait des recettes qui viennent du package OpenRewrite, qui viennent en fait avec la librairie OpenRewrite. Donc elles sont disponibles, hein, vous pouvez les utiliser sans autre. Hop. Voilà. Donc ensuite, donc là, on a utilisé uniquement des recettes OpenRewrite. Donc ça fait déjà un certain nombre de choses. Là, c'était juste un échantillon, hein, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ce que j'ai mis en fait sur cette photo, c'est je voulais en fait illustrer mon histoire de grand écart où on part en fait d'une stack vieillissante, une stack J2E de 2009 vieillissante, et on veut essayer d'aller en fait vers du Quarkus en automatisant un maximum des éléments de la migration. J'ai mis un petit bonhomme qui voulait représenter quelqu'un qui fait le grand écart. J'ai utilisé en fait une image générative, mais ça m'a fait un bonhomme à 3 pattes. Alors je l'ai mis, je trouvais ça un peu bizarre, mais voilà. Donc quand on a voulu en fait migrer nos applications de 2009 EAP6 à Quarkus, eh bien, on a commencé en fait par essayer d'estimer. Donc on s'est rendu compte qu'il nous faudrait 5 à 6 ans pour le faire. Donc on a démarré en fait assez rapidement en mode manuel. On a commencé par faire des migrations manuelles. Et puis, au fur et à mesure de ces migrations-là, eh bien, on a écrit des cookbooks. Alors, les cookbooks, en fait, qu'est-ce que c'est, hein, ça n'a rien à voir avec les recettes OpenRewrite. C'est juste, en fait, des pages wiki qui référencent les choses qu'on fait, en fait, quand on rencontre une problématique. Donc, la migration des EJB, comment est-ce qu'on fait pour la passer, en fait, sur du Quarkus? La migration de la persistance, les QJMS, etc., etc. Donc, on a écrit un certain nombre de pages wiki, en fait, qu'on appelle des cookbooks, et qui ont été en fait assez intéressants parce que quand on s'est mis à écrire des recettes OpenRewrite custom, eh bien, ça nous a fourni les spécifications de nos recettes. Nos premières applications migrées, le temps en fait était difficilement prévisible et puis plutôt hétérogène. On avait déjà une expérience par le passé de migration en fait d'applications EAP5 vers EAP6. Ça fait longtemps qu'on fait des applications en fait. Hein. Et puis en fait on avait utilisé le plugin Forge, enfin l'outil Forge. Donc c'était assez légitime en fait de regarder ce qui existait sur le marché pour se dire bon bah peut-être qu'on peut essayer d'automatiser un certain nombre de choses. Donc on est passé en fait sur l'écriture, et c'est là où on est vraiment rentré en matière avec OpenRewrite. On s'est lancé dans l'écriture d'une recette pour estimer la taille des applications sous forme de t-shirt size. Et ça nous a donné, en fait, on a écrit une belle recette qui allait scanner tout notre code, et ça nous a donné un truc de ce genre-là. Donc en fait, on scanne le code, on regarde est-ce que je consomme en fait de l'API REST, est-ce que j'expose du REST, est-ce que je fais des EJB, est-ce que je fais de l'EJB timer, est-ce que je fais du Quartz, est-ce que je fais de l'Oracle, est-ce que j'ai plusieurs databases, de la transaction distribuée. Et en fait, tout ce qu'on peut trouver dans nos applications, on a essayé en fait d'aller le scanner dans notre code pour estimer en fait la taille de nos applications, mais vraiment grossièrement, je vous dis, sous forme de t-shirt size. Voilà, donc ensuite, ce qu'on s'est dit, bon, ok, on va essayer d'écrire des recettes. Hein, on va essayer déjà de piocher dans le catalogue OpenRewrite pour voir en fait quelles sont les recettes qu'on pourrait utiliser pour migrer nos projets. Et si jamais on ne trouve pas, on va en écrire. Pour ça, on a utilisé à peu près 30 recettes du catalogue OpenRewrite. Donc 30 recettes qui permettent en fait de faire ce que je vous ai montré là il y a 2 minutes sur des recettes en fait qui viennent avec le catalogue, donc une trentaine de recettes. Et on a écrit 23 recettes custom.
On a dû écrire des recettes custom parce qu'en fait, il se trouve qu'au fil des années, on a rajouté en fait dans nos frameworks applicatifs des choses qui étaient faites maison et du coup pour lesquelles il n'existait pas de recettes dans le catalogue OpenRewrite. Je vais vous remontrer une autre démo maintenant en fait où j'ai un projet EAP6 à l'ancienne et que je voudrais bien essayer de le migrer vers Quarkus. Pour faire ça, j'ai utilisé une combinaison de recettes. Donc, des recettes OpenRewrite 22 et 5 recettes custom. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un projet EAP6 de l'époque. Le binaire, c'est un IR file. Donc, pour les jeunes qui ne savent pas ce que c'est Enterprise Archive. Hein. C'est comme ça qu'on buildait les applications à l'époque, en 2009. Si je viens en fait dans mon pom.xml, eh bien on voit quoi? On voit en fait que j'ai un module IRFile, un module JB, un module web, un module de simple Pojo et un accès à la data source. OK. Ensuite, si je parcours simplement le projet web, j'ai une servlette et puis en fait une REST API dans la servlette. Voilà, donc là, ça c'est ce qu'on retrouvait, c'est ce qu'on retrouve encore. Je dis retrouvait, mais en fait on l'a encore, hein, des choses comme ça dans nos applications. L'injection en fait d'un EJB. Donc si je vais sur cet EJB là, si je parcours cet EJB là, c'est un add stateless. Il utilise en fait juste une pettoute classe utile pour aller chercher une properties qui se trouve en fait dans un fichier application.yaml et c'est marqué powered by EAP6, JBoss EAP6. Si je vais en fait au niveau de mon API REST, c'est pareil ici, j'injecte un EJB avec @EJB. Donc ça, c'est l'interface locale de l'EJB. Vous vous rappelez, hein, les EJB, ça va être l'interface locale des interfaces remote. Et puis ici, j'ai de la persistance contexte avec des attributs en fait de transaction timeout, des attributs transactionnels. Enfin bref, c'est une application comme on la faisait il y a un certain moment. Donc maintenant, en fait, ce que je voudrais faire avec cette application-là, eh bien, c'est la migrer vers du Quarkus. Donc, pour faire ça, eh bien, je ne vais pas utiliser pour passer en fait de cette application de 2009 en 2024, je ne vais pas utiliser la DeLorean, je vais utiliser en fait OpenRewrite. Et là, j'ai un ensemble de règles. Donc, je vais vous montrer en fait vite fait ce fichier rewrite.yaml. Donc, j'ai des règles en fait qui s'appliquent. C'est pas des règles, c'est des recettes qui s'appliquent en fait sur tout ce qui est POM, sur tout ce qu'en fait la partie pom.xml pour mettre à jour un certain nombre de dépendances. Forcément, les dépendances en fait de mon projet EAP6, c'est pas les mêmes quand je vais vers du Quarkus. Donc j'ai un paquet de dépendances ici. Ici, j'ai des recettes en fait perso, des recettes custom qui commencent par org exemple en fait. Org exemple, Java EJB, refactor session bin, celle-ci aussi. Ensuite, eh bien, j'ai encore un certain nombre de règles, de recettes, et puis j'ai de nouveau des recettes custom qui me permettent eh bien, en fait, de prendre tout ce qui est properties de l'époque et de l'emmener vers des fichiers YAML. Alors on y va, j'ai ma commande qui est prête là, et on va lancer ce projet-là. Enfin, avant de le migrer, en fait, je vais quand même juste vous montrer qu'il fonctionne ce truc. Si je vais là, voilà. Ça, vous reconnaissez tous en fait la plateforme JBoss. Donc j'ai mon projet ici hein, avec qui est déployé. Hein. Je ne vous ai pas montré la phase de déploiement, mais voilà, donc hein, c'est du JBoss. J'ai mes EJB ici, voilà, avec un certain nombre de JB. Et puis en fait, ce projet-là, eh bien, il est ici, il fonctionne. C'est ma servlette qui répond powered, on vient de le voir en fait dans le code, ça va chercher la properties powered by JBoss et ici en fait j'ai mon endpoint REST où je demande en fait la liste des monnaies disponibles, ça va chercher ça dans ma persistence unit, dans ma database. Ok, il est bien ce projet. Maintenant, j'aimerais bien en fait l'amener un petit peu, le transformer un petit peu pour qu'il soit plus récent. Donc, j'ai une commande en fait, c'est une simple commande Maven que je viens de lancer en fait. Et ça va démarrer OpenRewrite et lancer en fait toutes les recettes que je vous ai montrées précédemment dans le fichier rewrite.yaml. Donc là, il est en train de travailler sur mon code source.
hein, pour voir en fait ce qu'il faut changer. Là, il a terminé. Et donc, j'étais en dry run. Donc, normalement, il m'a créé un fichier dans la partie target, rewrite.patch, qu'on va aller regarder. Et voilà, donc là, en fait, c'est toutes les modifications qu'a fait le rewrite à l'aide de mes recettes. Donc, il a travaillé, si on regarde un petit peu ce qu'il a fait, eh bien, il a commencé par supprimer, enfin, il a commencé, je ne sais pas dans quel ordre il a fait, mais en tout cas, là, on voit qu'il a supprimé le persistence.xml parce qu'effectivement, on n'en a plus besoin avec Quarkus. Maintenant, tout est dans des fichiers YAML. Donc, en fait, il m'a créé ici, ajouté en fait les fichiers application.yaml. Si je regarde en fait ce qu'il y a dedans, eh bien, je retrouve mes éléments de persistance ici, mes éléments de data source et mon mapping ORM avec ma persistance unit financial PU. Ensuite, je vois qu'il m'a supprimé en fait mon application.properties. Mon application.properties, c'est pareil. J'avais dedans le Powered by JBoss EAP6. Il a supprimé parce que c'est la même chose. Il a mis en fait dans application YAML. Donc ça, c'était des recettes custom, hein. Et là, au passage, il a changé. Il a mis propulsé par Quarkus. Okay. Ça, c'était ma petite recette custom pour lui changer le truc. Sinon, si je prends par exemple la servlette du code Java, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé tout ce qui est JavaX en Jakarta. Il a injecté, en fait, il a changé mon annotation EJB pour une annotation @inject. Au niveau de ma REST API, eh bien, en fait, il a fait la même chose. Il a transformé tout ce qui est Jakarta. Il a viré les imports inutiles et il m'a fait un @inject. Si je vais regarder qu'est-ce qu'il a fait dans mon EJB, où là, il y avait quand même pas mal de travail, eh bien, il a viré l'annotation @stateless au profit de @applicationScope. Il a ajouté un attribut transactionnel pour, en fait, refléter le comportement de l'EJB stateless de l'époque. Et puis en fait, ma classe props utils, ici, qui allait lire dans un fichier properties, eh bien, il m'a changé ça en fait à la mode Quarkus en utilisant la notation @config.properties, @config.property, et en listant en fait le nom de la property en paramètres. Voilà, si je regarde en fait un autre fichier, typiquement celui-ci, eh bien celui-ci pareil en fait, hein, il a été transformé, le @cluster ça n'existe plus. Il a transformé ça en @applicationScope avec un attribut transactionnel, et il a corrigé en fait les attributs transactionnels de transaction timeout en transaction configuration et de transaction attribute en @transactional. Donc en fait, il y a pas mal de travail qu'il a fait, il y a pas mal de choses en fait qu'il a fait. Je ne vais pas tout vous passer. On va dire que OK, j'accepte ces changements. Donc là, j'ai accepté le patch. Donc là, en théorie, si je regarde un petit peu ce qui se passe dans mon code, normalement, il a dû changer des choses. Si je viens sur, par exemple, mon EJB plutôt, ça va être mieux. Un EJB, hop, celui-ci, par exemple, Financial Service. Là, voilà, donc on voit, hein, il a appliqué le patch. Et puis là, mon IDE, il est un petit peu dans les choux. Bon, ce qu'on va faire en fait du coup maintenant, c'est ce que je vous propose, eh bien, c'est de démarrer le Quarkus, enfin de démarrer la compilation. Là, on ne sait pas si ça compile. Donc ce que je peux faire en fait, c'est essayer directement de lancer Quarkus. Donc là, ça devrait compiler. Ça ne veut pas. OK. OK. Alors, sinon, j'ai un petit fichier. Si j'ai mal tapé la commande, je ne vois pas où est l'erreur. OK. OK. J'ai Internet pourtant. Ouais. Package et Quarkus. OK. Bon, je l'ai lancé pas mal de fois en me disant, OK, il ne va pas avoir besoin de faire des mises à jour. Mais non, il a besoin quand même d'aller chercher des trucs. OK. Donc là, en fait, il télécharge des choses.
Et puis, eh bien, ce que j'espère, c'est que ça va démarrer. Ça va compiler, ça va démarrer. Voilà, donc là on approche un petit peu. Donc déjà, il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur de compile. Donc en fait, tout le git patch qui a été appliqué, eh bien, semble correct. Et puis là, mon ancien projet EAP6, eh bien, s'est transformé en projet Quarkus. On voit là le logo Quarkus. Il y a 2-3 erreurs qui me signalent, mais ça, en fait, c'est par rapport au typage de colonnes dans ma database. C'est pas méchant. Là, normalement, donc le Quarkus, en fait, est démarré. Donc, vous avez vu, hein, j'ai pris ce projet EAP6, j'ai appliqué mes recettes, et là, maintenant, je suis sur du Quarkus. On a fait un bond de 15 ans en avant. Si je vais typiquement, en fait, sur ma Financial Servlet, eh bien, voilà, maintenant, elle est propulsée par Quarkus. J'ai ma REST API qui est disponible ici. Voilà, je clique dessus. Donc la persistance unit a bien été migrée. Et puis également, en fait, je peux aller directement, on voit la dev UI de Quarkus qui fonctionne avec les dev services. Si je vais en fait sur mon SmallRye API, on va voir également ici que j'ai accès à mon API qui donne en fait la liste des monnaies. Voilà, ici. Voilà, donc au travers cet exemple-là, en fait, eh bien, vous avez pu voir que j'ai migré un projet comme ça, hein, avec un ensemble de recettes. Maintenant, ce que j'aurais voulu vous montrer pour la fin, en fait, c'est la fabrication en fait, d'une recette custom. Je vois qu'il me reste 3 minutes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire une recette custom, une recette à nous, en fait? Eh bien, déjà, il faut s'équiper. Parce que ici, on parle de cuisine. Donc, première chose, en fait, je vais faire une recette qui ajoute simplement un commentaire dans une classe. Donc là, la chose à faire, en fait, c'est étendre recipe. Donc l'extension étendre recipe, en fait, veut simplement dire que je vais faire une recette. Donc il aimerait, en fait, avoir 2 méthodes donc, qui sont son nom et sa description. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'avais tout commenté hein, pour aller plus vite parce que je savais que ça allait être chaud. Et puis donc ensuite, il faut définir un visitor. Un visitor, en fait, c'est ce qui va permettre d'aller scanner ma classe, d'aller scanner les classes pour lesquelles j'ai envie de faire des choses. Donc la définition en fait de ce visitor ici, on écrit simplement en fait, on override simplement une méthode qui s'appelle getVisitor et puis ensuite on va dire sur quoi on veut visiter. Donc là moi je vais visiter en fait du code Java tout simplement. Donc grâce en fait à mon Java IsoVisitor. Donc ça en fait c'est une classe qui vient avec OpenRewrite. Une fois que j'ai décidé en fait de faire du Java IsoVisitor, je peux par exemple visiter pas mal d'éléments en fait dans une classe Java. Donc ici, je vois en fait que moi j'ai utilisé visite classe déclaration, mais si je fais visite comme ça, eh bien, on voit que je peux visiter des types, visiter des tries, visiter des statements, visiter des fields. Enfin, il y a pas mal de choses en fait qu'on peut choisir de visiter. Tous les éléments qui composent en fait du code. Voilà, donc ensuite, cette classe-là, enfin cette recette-là, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle récupère une classe déclaration, elle regarde tout simplement si mon commentaire Devoxx 2024 existe déjà sur ma classe. S'il n'existe pas, en fait, eh bien, je crée une liste, j'ajoute un commentaire dedans, et grâce aux méthodes, en fait, sur la classe déclaration qui commence par with quelque chose, eh bien, on va être capable, en fait, de modifier la classe. Donc, c'est en appelant tout simplement la méthode with, donc là, j'appelle la méthode, en fait, withComment. Et c'est grâce à ça en fait que je vais pouvoir ajouter un commentaire, mais également on peut faire withBody, withExtend, with un certain nombre de choses pour modifier tous les éléments en fait qui vont composer notre classe Java. Donc là, cette recette est faite, est terminée. Donc j'aimerais bien en fait la tester. Pour ça, je dois avoir un petit test unitaire qui traîne. Comment est-ce que en fait, je fais un test unitaire avec OpenRewrite? J'implémente simplement rewrite test et puis en fait, je lui demande de runner ce code Java là.
Donc, pour runner en fait ce code Java, eh bien, j'injecte une classe. Donc, vous voyez, en fait, hein, c'est une simple classe currency avec un attribut. Et puis, donc ça, c'est le before. Et en after, en fait, là, j'ai rien mis, j'ai mis exactement la même chose. Mais on ne s'attend pas à avoir la même chose, bien entendu, si ma recette fonctionne. Donc, si j'applique en fait ce run add comment, voilà. Donc ici, on peut voir que j'ai un problème. Et forcément, le problème, en fait, il est parce que mon test unitaire, comme j'ai donné la même chose, eh bien, il passe pas, mais on voit que mon commentaire, il a été ajouté en début de classe, / devox 2024. Voilà, donc je vous ai montré la recette custom. Et puis maintenant, eh bien, c'est fini pour la présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, j'ai 48 secondes.